En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 190, bientôt les 200. Et on n'a pas pu se retenir, attendre 200. Aujourd'hui, Nicolas Martin revient parmi nous. Le prophète est là, vous l'avez eu sur le podcast numéro 100 qui était totalement lunaire. Le revoilà. Nico, salut. Salut Hugo, salut. Voilà, Nico est dans le Trièves, donc forcément la connexion est plus longue. Il a mis 2 secondes à nous dire bonjour. Ça va, Nico, tu nous entends? Ouais, je t'entends, mais il y a peut-être un petit décalage en effet. Moi, Oui, j'ai pas l'impression d'y aller, mais peut-être qu'il y a un petit décalage. C'est loin le Trièves. Alors, question aujourd'hui par Hervé Augoyard. Hervé, deuxième question d'affilée. Hervé qui est un patriote que j'ai rencontré en plus lors de la séance de ciné là, qu'on a fait. Comment planifier ses macrocycles dans sa saison? Alors, la question est bien, mais Nico, qui va tenter d'y répondre, va aussi nous montrer plutôt la logique qui se cache derrière pour programmer entièrement une saison. Voilà, pas forcément parler que de macrocycle. C'est bien ça, Nico? Exactement. En fait, en gros, un macrocycle, c'est une période assez de planification de ta saison. Après, c'est assez variable. Mais on va dire, il faut considérer qu'il y a 2 à 4 macrocycles par saison sportive, quoi. Donc, et en fait, au sein de ces macrocycles, tu as des mésocycles, donc ça, c'est l'étage en dessous, et en dessous de cet étage microcycle, et puis encore en dessous, c'est l'étage de la séance, on va dire, de l'entraînement du jour. Et en fait, l'unification, c'est l'organisation de tout ça au sein d'une saison pour essayer d'être le plus performant possible. Donc on peut partir, en fait, un macrocycle, en gros, c'est l'enchaînement de plusieurs mésocycles. Donc, on va dire qu'il y a ça dépend vraiment des questions, mais un mésocycle, on va dire que c'est un peu ce qu'on appelle, par exemple, quand spécifique, tu vois, ton bloc d'entraînement, par exemple, que tu fais pré-UTMB. Donc, quand tu parles, par exemple, ce genre de choses, là, on est plutôt à l'échelle du mésocycle. Et le macrocycle, ça va être, par exemple, toute la période entre, on va te parler par exemple de la saison 2022 à venir, de ce que je sais, c'est par exemple le pro-cycle entre guillemets UTMB va partir peut-être, je ne sais pas ce que tu as prévu au printemps, on va dire peut-être après ton premier objectif de la saison jusqu'à l'UTMB. Et ce macrocycle-là, au sein de ce macrocycle, tu vas enchaîner des mésocycles donc par exemple plusieurs semaines de prépa pour un objectif secondaire, une période de repos, puis repartir sur un nouveau mésocycle de préparation si tu as une course, ou carrément faire plusieurs enchaînements de mésocycles jusqu'à l'UTMB.
Donc, donc, en fait, si tu veux, on prend un zoom un peu large et puis on zoome de plus en plus. Et donc, une fois qu'on a mésocycle, donc qui est, on va dire, quelque chose qui dure à peu près entre 3 et 6 semaines, ça dépend. Souvent, le modèle qu'on connaît un petit peu, que tu connais peut-être un peu, c'est souvent 3 semaines, par exemple, de charge, une semaine de décharge, ce type d'enchaînement-là. Et du coup, ensuite, à l'intérieur de ce mésocycle, tu enchaînes des microcycles. Donc, par exemple, tu peux dire, je vais faire, alors ça dépend de ta période de travail, parce que pour prendre un exemple qui concerne un coureur qui fait plus du court, comme Golden Trail Series, si tu rezoomes au niveau du macrocycle, tu vas commencer, on va partir en fin d'une saison. Donc, après, par exemple, la finale des Golden, on va dire. Donc là, tu as un premier macrocycle, par exemple, qui est un macrocycle de récupération qui va durer, donc souvent la finale est vers la mi-octobre jusqu'à début décembre, un mois et demi à peu près. Et à l'intérieur de ça, on peut dire que tu vas faire un petit mésocycle de récup passive de 15 jours à 3 semaines. Et puis après, tu fais une reprise plus on va dire un mésocycle orienté volume, par exemple, où tu vas faire, par exemple, plus des sports portés, du VTT, du ski de fond, du ski de rando. Ça, après, ça dépend un peu de chacun, et un peu de course à pied. Une fois que tu as fait ça, tu vas passer sur un macrocycle qu'on pourrait appeler un peu de préparation qui va s'étaler. Ça dépend vraiment de comment tu envisages les choses. Mais par exemple, de décembre à mars, c'est à peu près 4 mois. Au sein de ce macrocycle, tu vas faire un mésocycle, par exemple, volume, où tu vas mettre en fait des microcycles de volume, d'endurance active, de muscu, de PPG. Alors, ça, c'est très schématique. Souvent, on travaille un petit peu à l'échelle de microcycle, à l'échelle de la semaine. Et au sein de cette semaine, tu peux travailler soit vraiment une orientation de seule qualité et puis changer d'une semaine à l'autre, ou faire ce qui se fait quand même plus chez les coureurs amateurs, au sein de ta semaine, un peu souvent travailler chaque qualité, si tu veux. Puis une fois que tu as fait ce mésocycle, tu vas passer un mésocycle plus de développement, par exemple de la PMA, de la VMA, par exemple 6 semaines, donc faire 3 semaines où tu charges, une semaine où tu décharges, ou 4 semaines où tu charges, 2 semaines où tu as un peu en décharge. Et ensuite, quand on va arriver, par exemple, si on prend l'exemple en France, souvent le premier rendez-vous trail de la saison pour les coureurs, on va dire, qui font du trail court, entre guillemets, ça va être par exemple, là, tu vas être plus sur un mésocycle dit spécifique où tu vas travailler la rando court, plutôt le développement de ton seuil ventilatoire 2, mettre de la plio, et pour le premier objectif. Après ce premier objectif, tu peux dire on termine le second macrocycle de la saison, et puis on va passer au macrocycle un peu compétitif. Alors, il y a des sports où ça a beaucoup de sens de parler d'un macrocycle compétitif parce qu'ils enchaînent compétition. Typiquement, si tu prends du ski de fond, le biathlon en ce les moment. gars, ils s'entraînent toute l'année, ou en biathlon, par exemple, ils s'entraînent une grande partie de l'année où ils n'ont pas de compétition ou des compétitions complètement secondaires. Parce que j'imagine, parce qu'il me semble qu'ils font quand même quelques compétitions de ski roue et tout, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Et puis après, ils sont sur un macrocycle compétitif où là, ils vont être beaucoup plus dans un enchaînement un peu de mésocycles qui sont plus orientés un petit peu, tu vois, dans le maintien des vies. Alors après, au niveau, par exemple, si on prend le biathlon, là, j'imagine que trois ou quatre premières manches de Coupe du Monde, qui est au mois de décembre, 3, 4, je ne sais plus. On a Sur la période de 3 et Noël, il doit se puis 3 en janvier après, avec 3 semaines entre les deux. j'imagine que par exemple, ils doivent se reposer un petit peu après la dernière manche qui avait lieu au Grand Bornand. Et puis après, ils vont refaire un petit peu de développement. Alors, par exemple, ils vont peut-être orienter le travail sur les maillons faits détectés pendant la première partie de saison, par exemple. Et puis après, ils vont réenchaîner sur les compétitions du mois de janvier. Sachant qu'une année comme cette année, on est sur une année olympique et j'imagine qu'il y a quand même des athlètes qui ciblent leur pic de forme sur les JO. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui travaillent un petit peu différemment des autres années. On l'observe, ce que dit le futur, mais sur certains
coureurs qui semblent, par exemple, certains biathlètes, par exemple, semblent un peu moins bien cette année que d'autres années. Bon, peut-être qu'ils misent tout aussi sur les JO. Ouais, alors du coup, pour eux, Donc, tu vois, ils vont faire les 2 manches en Allemagne, qui va sans doute constituer un dernier bloc ou mésocycle, si je te suis. Et après, ils vont sauter Antol Santerselva pour quasiment la moitié du peloton, quand même, qui est le 23 janvier, puisque 2 semaines après, il y a les JO, si je ne me trompe pas de date. Ouais, c'est ça. ouais, ça doit être ça. Pour récupérer avant les JO, ce qui est aussi un autre mésocycle, en fait. Oui, bah, en fait, en fait, par exemple, l'échelle qu'on utilise souvent la plus, on va dire, c'est le microcycle un petit peu. Alors, ça dépend comment Patrick, par exemple, travaille avec moi, mais le microcycle, souvent, on dit ça va aller de 4 de 14, 15 jours. Souvent, l'échelle qui est utilisée, parce qu'après, on aussi un petit peu dans dans des réalités liées, par exemple, au fait que la société fonctionne beaucoup sur la semaine, par exemple. Donc, on va mettre, par exemple, sur une semaine, tu vois, ton microcycle. Et en fait, après, dans la périodisation de ton travail, souvent, on fait, par exemple, un microcycle de volume. Après, plus un microcycle d'intensité, puis un cycle plus d'assimilation, donc qui permet en fait d'assimiler ton travail quitté pour stabiliser un petit peu les acquis que tu as. Et souvent, quand tu travailles sur des intensités, tu génères beaucoup de fatigue. Donc, pour optimiser ta performance, tu as développé des capacités. Les optimiser, il faut aussi que tu fasses redescendre ta fatigue. Donc, ça, c'est ce que tu dois connaître un petit peu sous l'affûtage ou le tapering, comme on dit aussi dans le milieu. Et tu peux passer, une fois que tu as fait ça, sur un microcycle plus compétitif. Alors là, c'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que nous, par exemple, il y a rarement des microcycles compétitifs dans nos sports. Enfin, qui plus est pour quelqu'un comme toi qui fait de l'ultra, parce qu'une fois que tu as fait un ultra, c'est rare qu'on enchaîne un deuxième dans un laps de cours derrière. Par contre, ça a plus de sens, par exemple, de parler de ça, par exemple, chez un coureur de montagne. Et on peut dire, si on prend un exemple relativement récent, comme Sylvain Cachard, par exemple, sur une saison particulière, un petit peu comme l'année 2020, en fin de saison, il a vraiment fait presque un mésocycle, on pourrait dire, compétitif, où en fait, il a enchaîné quand même beaucoup de compétitions, les unes à la suite des autres, chaque semaine, par exemple, pendant 3-4 semaines de suite. Donc, qu'en fait, l'entraînement, il s'organise de toute manière où on part, on va dire, si on a fait une période de coupure de réathlétisation un petit peu, on remet le corps en route pour qu'il soit prêt à absorber un second temps des charges de travail de développement, on peut dire. Et après, on va être dans une phase de stabilisation de ses acquis. Et souvent, une fois qu'on a stabilisé ses acquis, derrière, on fait la compétition un petit peu. Ou juste à la fin de développement, il y a la partie compétitive. Mais ça, c'est très variable d'un sport à l'autre. Donc, du coup, c'est difficile, si tu veux, de donner une réponse générale sur comment tu planifies une saison parce que, comme on l'a évoqué, c'est assez différent, par exemple, si tu fais de l'ultra ou tu fais des courses un peu plus courtes, quoi. Tu sais quoi? On va s'amuser avec un petit exemple en freestyle là. Aujourd'hui, on a ouvert les inscriptions à l'UTMB. Donc, qui dit UTMB dit également CCC, TDS, OCC, enfin tout ce qui va avec. Donc, je me suis inscrit, j'ai payé ma taxe de 300 et quelques euros, et ça y est, je suis inscrit. Parce que je n'ai pas de tirage au sort en tant que duc. Et on va programmer cette UTMB. Donc ça, c'est le dernier vendredi de août. Qu'est-ce qu'on fait comme macrocycle à la fin, Nico? Enfin, le macrocycle le plus proche de l'UTMB, celui qui va durer juin, juillet, août. Alors, souvent, quand on programme, c'est bien que tu en parles comme ça. Eh oui, on remonte. Avant de rentrer, ouais, on remonte. Mais avant de rentrer dans ton exemple, on va dire qu'il y a deux fonctionnements.
dans la programmation d'une saison, quand on est chez des athlètes, on va dire non experts, parce que par exemple, si tu es cycliste professionnel, ne cite pas vraiment de la date du Tour de France. Tu vois, le Tour de France, c'est au mois de juillet, donc tu es obligé de t'organiser si tu veux performer sur le Tour de France pour être bon à cette date-là. Chez des gens qui sont plus amateurs, on peut dire, au lieu de programmer des objectifs, on peut plutôt se dire, par exemple, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais admettons qu'on soit enseignant. Ça rejoint un peu ton exemple. La date de l'UTMB, c'est quand même plutôt pas mal pour se préparer. Parce qu'on est en fin d'été, ça veut dire qu'on a 2 mois avant la compétition, alors pas mais on va dire 6 semaines, où on peut quand même relativement bien s'entraîner, surtout bien récupérer, parce que c'est souvent ça qui fait la différence entre les gens qui ont plus ou moins de temps. C'est pas tellement le volume d'entraînement, mais c'est surtout la capacité à bien récupérer entre les charges d'entraînement, et ce qui permet à terme soit d'assimiler plus lent ou de mieux assimiler une même charge d'entraînement par rapport à quelqu'un qui a moins de récup. Donc là, on va revenir sur ton UTMB. On va remonter toujours. Donc on part de la date de l'UTMB, donc qui est fin, on va très schématiser, on va dire fin du mois d'août. On peut penser d'abord qu'il va falloir faire une sorte un peu de micro-cycle d'affûtage, au moins les 15 jours avant ta course. Ça, c'est un minimum. Hein. Moi, je pense même en ultra qu'on peut monter presque jusqu'à 3 semaines. Alors après, attention, hein, c'est semaines où on ne fait rien du tout, mais c'est quand même 3 semaines où, logiquement, les charges, elles vont être quand même fortement à la baisse par rapport à ce que tu as fait dans les semaines précédentes. Donc là, on va dire vers le 10 août, par exemple. Donc, je ne sais pas si ce que tu as fait, mais souvent, je pense que ton gros bloc, il est début août, fin juillet, début août, quand tu prépares l'UTMB. Ouais, bah, c'était ça. Et l'idée, ce serait de passer de 2 à 3 semaines d'affûtage pour moi. Mais bon, après, c'est personnel. Tu vois, c'est un peu, et bon, on en a déjà discuté, c'est un petit peu ce qui sort. Hein, donc, tu vois, c'est un petit peu ça aussi, essai-erreur. Souvent, l'entraînement, ça fonctionne comme ça. Si tu veux, des grandes théories générales, on va faire plein. Après, il y a qu'est-ce qui marche pas par rapport à l'athlète. Donc là, on va dire que tu vas faire ton dernière grosse charge la première semaine d'août pour caricaturer. Donc là, ça veut dire qu'on peut être à la fin de, alors c'est variable, mais peut-être 3 semaines où tu as pas mal chargé. Donc les choix que tu as fait, toi, par exemple, si on prend ton exemple, l'an dernier, c'est d'aller en altitude sur cette période. Je ne sais plus si tu étais resté 15 jours ou 3 semaines. Un mois, du 25 juillet au 25 août. Donc bon, souvent, je pense, dans un exemple comme celui-ci, donc toi, tu avais inclus, on va dire, dans ta période d'altitude. Oui, ça faisait les 2 tiers. Ouais, voilà. En fait, tu n'avais pas une énorme charge de travail en altitude. Non, et cette année, j'en aurai encore moins. Ok. Après, bon, l'altitude, c'est, si tu veux, l'entraînement, c'est quand même des stress qu'on accumule pour créer des adaptations. L'altitude, c'est un stress, par exemple. Et, oui. Et une athlète, pour revenir pour élargir un petit peu, une athlète comme Christelle Donné, par exemple, elle n'allait jamais en altitude parce qu'elle disait l'altitude, c'est un stress, donc du coup, faut que je m'entraîne. Et finalement, les bénéfices qu'on peut attendre de l'altitude, pour elle, hein, ça, après, c'est chacun voit midi, comme on dit, mais pour elle, les bénéfices qu'elle aurait pu avoir à l'altitude, elle les perdait parce qu'elle pouvait moins s'entraîner. En fait, elle préférait rester à plus basse altitude. C'est une chose, par exemple, être entente chez des athlètes de ce type-là parce que ta vitesse, par exemple, d'entraînement en altitude, elle va être plus basse que ta vitesse d'entraînement le jour du marathon à basse altitude. Donc, elle faisait peut-être le choix, après, je ne connais pas dans les de dire, je préfère rester en bas pour travailler sur des allures qui sont plus les mêmes que je vais connaître le jour de la compétition. Donc là, on revient à ton exemple. Donc, peu importe que tu sois en altitude ou pas, mais admettons que la première semaine, tu as dû arriver en altitude. Je ne sais pas si ça s'était passé comme ça, mais ça va créer un fort stress sur ton organisme. Donc là, on peut penser qu'il faut que tu sois dans un petit peu de décharge.
Donc, en fait, on peut se dire que cette première semaine, elle va être précédée de 3 semaines de charge qui auront eu lieu du coup sur le mois de juillet. Donc là, on remonte, on part par exemple de début juillet. Donc début juillet, on fait 3 semaines de charge, décharge. À la fin, dans cette semaine de décharge, tu montes en altitude. Comme ça, bon, tu n'as pas trop d'entraînement, tu as un peu de stress lié à l'altitude, mais ça te permet de créer les premières adaptations dans cette semaine où tu n'as pas trop de charge d'entraînement. Et derrière, tu refais 15 jours, par exemple, d'entraînement intensif, orienté. Alors, j'imagine que c'était beaucoup à base de rando-course, de sortie longue à vélo, un peu de force sous maximale, j'imagine, un peu de plio sûrement, et c'était l'essentiel de tes séances. Je pense quasiment peu d'intensité dans cette prépa-là parce que, en fait, si tu veux, dans la prépa spécifique, on développe quand même les qualités spécifiques à l'activité qu'on va pratiquer et optimiser, par exemple, ta PMA ou ta VMA, ce n'est pas l'objectif quand tu prépares l'UTMB. Donc là, si on revient début juillet, après, c'est toi, je ne sais pas ce que tu fais par exemple en 2022, mais est-ce que tu vas faire par exemple une course au mois de juin ou pas? Oui, Voilà, oui, bon, par exemple, tu mais vas. pas, pas préparé comme je prépare l'UTMB, c'est-à-dire la course, elle sera là. Ouais. Si ça se passe bien, on est content. Si ça se passe pas bien, on sait pourquoi. Après, c'est Ce sera intentionnel, hein, on tester peut une dire. allure lente. Hein? Après, c'est un peu des cons. Enfin, après, si tu veux, le découpage, c'est un petit peu. On peut dire que ton macrocycle UTMB, il va. Je crois que tu vas faire une course du côté de la Suisse, par exemple. Ton macrocycle UTMB, il va peut-être commencer, par exemple, juste après cette course en Suisse, une fois que tu as récupéré 10-15 jours. Quoi. Et donc, enchaîner. Alors après, ça, c'est difficile de parler sur le papier. J'imagine que Patrick, il va te programmer aussi ton entraînement en fonction des disponibilités que tu as. Il y a des week-ends où tu travailles beaucoup, ou si tu as d'autres impératifs certaines semaines, il va un peu orienter. Donc, en fait, il va peut-être des fois 15 jours, décharger une semaine. Des fois, il va peut-être charger 3 semaines et décharger une semaine ou faire une dizaine de jours très solides, 3 jours, 3-4 jours plus légers. Donc, tu vois, c'est un peu l'enchaînement là. Après, les, pour un ultra-trailer, de manière générale, on pourrait dire qu'à l'échelle d'une saison, l'hiver, il va plutôt faire. Alors, ça dépend où il habite. Moi, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que euh, ta programmation de saison et la manière dont tu planifies ta saison, pour moi, elle est assez différente. Si tu es un coureur qui habite dans les Alpes, si tu es un coureur qui est, par exemple, en région parisienne. Quoi. Parce que je trouve personnellement que faire du vol hiver, selon où tu habites, c'est pas extrêmement facile et pas hyper adapté parce que les jours sont plus courts. D'un autre côté, si tu es skieur, par exemple, comme c'est ton cas, comme c'est le cas pour toi, tu peux faire quand même pas mal de volume l'hiver en ski de fond, par exemple. Donc tu peux imaginer que toi, ton hiver, il est quand même plutôt orienté pas mal volume. Ça dépend un peu de l'enneigement, mais tu vois, en ce moment, par exemple, je pense que tu fais quand même pas mal de volume, que ce soit un peu à pied, à ski. Alors, si tu veux, pour toi, l'exemple est un peu biaisé cette année parce que tu prépares une course relativement tôt dans la saison. Mais si on n'a pas d'objectif avant le printemps, par exemple, on peut se dire, on fait mésocycle un peu volume. Après, on va faire mésocycle développement souvent VMA avec, par exemple, en type de compétition, tu vois, par exemple, plutôt des crosses pour ceux qui sont un peu plus. Et puis après, à partir, on va dire, du mois de. Un petit peu du premier objectif trail, parce que voilà, si tu prépares une course comme le Ventoux, il faut quand même faire de la rando-course dès le mois de janvier, parce que si tu commences à en faire qu'au mois de février, ça va être un petit peu juste. Mais quelqu'un qui prévoit pas, par exemple, de trail relativement long avant le mois d'avril, peut recommencer à faire vraiment de la rando-course qu'au mois de février, par exemple, fin début mars. Et après, c'est ça la spécificité de l'entraînement, c'est que après l'organisation de tes différentes unités de travail,
elles vont dépendre des qualités et des faiblesses de chaque athlète parce que le but, c'est de donner la performance de l'athlète selon son profil. Bah là, la stratégie pour moi, c'est de faire un objectif très tôt, donc qui pourrait s'assimiler au Ventoux, mais en plus long, pour profiter d'un hiver où je travaille moins et où j'ai beaucoup de disponibilité, pas seulement pour s'entraîner, mais aussi pour récupérer. Et derrière, on coupe, disons 2-3 semaines, fin mars, début avril. Et en fait, après, on fait un truc progressif jusqu'à l'UTMB, tu vois, avec 2 compétitions, mais qui vont servir un peu de tonification aux courses longues, quoi. Oui, bah, disons que dans Donc un cas comme finalement, le macrocycle partirait de fin avril, on va dire, tu vois. oui, bah, après, ton macrocycle, tu peux, par exemple, tu prends les Golden Trail Series, en exemple, moi, j'avais considéré un cycle dit compétitif qui allait d'avril à mi-octobre, par exemple. Et où là, tu vas enchaîner des répétitions de prépa spé pour la course à venir. Après, selon comment viser les. Tu vois, cette année, par exemple, les Golden, pour des questions de logistique, par exemple, l'idée de rapprocher certaines manches. Tu as un double enchaînement. Il y a 2 fois 2 manches à une semaine Ah, aux d'intervalle. USA? Une manche aux USA et puis aussi en Europe. Donc, en fait, l'objectif, c'est que les athlètes viennent en Europe, par exemple, et ils font, tu m'excuseras, j'ai oublié le nom, mais la course en Norvège, puis ils enchaînent sur Sardinal. Mmh. Et que les européens aillent sur le continent américain pour enchaîner Pike Assen, donc juste une course ascensionnelle, et puis une course un peu type skyrunning, je crois, du côté de Flagstaff. Donc là, forcément, bah, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent en sport, par exemple, de courir 2 fois une semaine d'intervalle. Donc là, il va falloir tu vois, un petit peu ajuster l'entraînement par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour essayer peut-être de maximiser la performance ou d'avoir la performance moyenne sur les 2 courses. Alors ça dépend un petit peu. Je pense que par exemple, l'entraînement US, vu que c'est une course ascensionnelle, ça ne crée pas trop de dommages, par exemple musculaires, donc ça va être surtout de la fatigue. Et ça, c'est pas un très gros problème à gérer à une semaine d'intervalle. Par contre, l'enchaînement de la course norvégienne et puis de Sardaigne risque d'être un petit peu plus problématique. Et par exemple, ça paraît difficile de viser son record à Sardinal en faisant l'enchaînement. Tu vois, sur une course comme Oui. Sardinal où on a des références chronométriques, vu que c'est en montée-descente la course la semaine, bon, bah, si tu cours à fond en Norvège, tu vas prendre un exemple du coureur connu, Kylian, il ne va pas faire 2,25 à Sardinal s'il court à fond la semaine d'avant, quoi. Alors, il fera peut-être 2,30, 2,31, hein, ce qui peut permettre de gagner la course, mais il va pour record, quoi. Ouais, parce Donc, qu'on a beau dire que ça donc, s'enchaîne. pour ton exemple, ouais, ça s'enchaîne. Après, ce qu'il faut garder, c'est toujours une logique entre les. Alors, souvent la reprise, parce que la première, pour plaisir à Thomas Laure-Blanchet, par exemple, lui qui est vachement axé sur la priorité à se blesser. Et on sait qu'un des plus gros facteurs de blessure, c'est pas tellement la charge en elle-même, la variation de charge sur un laps de temps court. Donc, typiquement, quand on se repose, parce que c'est important, le repos dans l'entraînement, c'est presque des fois le plus important, même si c'est négligé. Il faut, une fois qu'on a fait une phase de repos un peu longue, on va dire, dès qu'on a dépassé une quinzaine de jours, il y a beaucoup de désadaptations qui se font. Et souvent, ça, c'est quelque chose avec les athlètes, il faut leur dire, c'est quand tu finis saison, par exemple, tu as beaucoup couru, enchaîné, par exemple les Templiers. Donc, tu finis par les Templiers, donc tu as couru entre 7 et 10, 12 heures selon le niveau du coureur. Là, souvent, par exemple, moi, je propose souvent la coupure à ce moment-là aux athlètes. Quand ils reprennent 15 jours, 3 semaines après, les gars, ça fait 3 semaines avant, ils couraient par exemple 10.
Et là, tu leur dis, bah, faut faire 30 minutes de footing, 35 minutes de footing, 40 minutes de footing. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut un petit peu se battre parce que les gens, ils ont du mal à comprendre un petit peu au niveau tif. Ah, mais je comprends pas, il y a 3 semaines, je courais 10 heures et là, il faut que je cours juste 30, 40 minutes. Bah, c'est que si tu as fait 3 semaines sans aucune sollicitation, ton corps, il s'est fortement désadapté. Et si tu repartais directement sur un entraînement presque identique à ce que tu faisais durant la prépa spécifique des Templiers, tu peux être à peu près sûr que au mieux, tu as des courbatures de l'espace et puis au pire, tu te blesses, quoi. Donc, il faut toujours privilégier cette période de réathlétisation, entre guillemets, où on remet le corps en route. Après, on peut faire, là, il y a souvent 2 écoles. Très souvent, l'école, c'est volume, puis développement du SV2, puis développement du VO2 max, VMA, PMA. Après, des apports ces dernières années, un petit peu sur une périodisation qu'on peut dire inversée. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas mal utilisé chez maintenant Ineos, où en fait, on fait un premier cycle un petit peu d'intensité, avoir réathlétisé un petit peu, hein. Et puis après, on fait, une fois qu'on a fait ce premier cycle, plutôt un cycle de volume derrière. Au lieu de faire le volume et après l'intensité, on fait d'abord de l'intensité et après du volume. Et, l'objectif, c'est souvent en fait de permettre à l'athlète de retrouver un certain niveau de forme parce que le niveau de forme, il monte souvent à l'intensité d'entraînement. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un athlète des fois qui est plus adapté, qui fait des meilleures séances même dans sa période de volume que si tu pars du désentraînement et puis que tu mets juste. Ça, après, c'est un petit peu des méthodes qui sont. Parce que dans l'entraînement, il y a beaucoup de choses qui sont un peu empiriques, répétées, transmises, un peu des croyances. C'est vrai que parfois, il y a des apports de gens qui viennent d'autres milieux et qui inventent d'autres choses et on se rend compte que ça peut bien fonctionner aussi, quoi. Mmh. Et pour revenir sur ces gros, en fait, macro, ça veut dire gros, hein, c'est vrai qu'on n'a pas précisé jusque-là. Oui, mais c'est ça. Ouais. Pour ceux qui vulgarisent pas forcément, nous, on a peut-être un peu plus l'habitude. Ces gros cycles, tu disais tout à l'heure qu'on pouvait en placer entre 2 et 4 dans l'année. Donc, si on reprend mon exemple, puisque… Par exemple, tu prends mon exemple des Golden. Ah oui, tu as ton exemple des Golden aussi. Ouais. Toi, tu n'en as fait que un, en fait. Ouais, donc c'est les Golden, en fait, j'en ai 3. On va dire un macrocycle de récupération et puis de réathlétisation. Ah oui. Qui va Et oui. Donc celui-là, il part de. Réathlé, travail. Ouais, on va dire de mi-octobre à début décembre, mi-décembre, ça dépend des objectifs, des gens. Après, si tu veux, quand tu t'entraînes des aussi, tu as ce que tu voudrais faire dans l'idéal, et puis tu as un petit peu personne que tu as en face, tu as un humain en face de toi, et il y a des gens, ils ont plus ou moins une addiction, et ils ont quand même du mal, tu vois, à rien faire pendant très longtemps. À contrario, il y en a d'autres, on va les faire couper. Tu vois, un exemple extrême, William Bombardier, par exemple, en ce moment, qui a avec Élise, leur refuge au plan de l'allée, je crois qu'il ne fait quand même pas grand-chose en entraînement durant tout. Je sais pas quand est-ce qu'il s'arrête la saison de ski alpi, donc peut-être, je sais pas, début mai, tu vois, et jusqu'à début septembre, pas grand-chose, quoi. Et puis après, il fait sa saison sur un laps de temps plus court. Et puis finalement, on voit qu'il est quand même, malgré les années qui passent, encore extrêmement performant. Donc en fait, après, il y a une composition par rapport à la vie des gens, par rapport à si les gens sont capables de ne pas faire pendant plusieurs mois. Alors là, on est sur un exemple extrême parce que on est donné de la carrière d'un athlète où, si tu veux, il va pas plus vraiment chercher à progresser. L'objectif pour un athlète là, c'est de l'amener à son meilleur niveau. Pas de dire dans 2 ou 3 ans, il sera meilleur que maintenant parce qu'il a développé, ça fait des années qu'il s'entraîne. La logique, si tu es chez un jeune, par exemple, elle est différente parce que si un jeune athlète il s'entraîne que 7 mois dans l'an, il va beaucoup moins vite progresser que quelqu'un qui s'entraîne 10 mois dans l'année, tu vois. Donc ça, c'est des logiques qui dépendent aussi des gens.
Donc, on reprend mon exemple des Golden. Donc, on fait 2 mois, par exemple, de récupération et athlétisation. Donc, on est mi-décembre. Après, tu peux faire un macro-cycle, un peu de préparation, où tu vas faire d'abord, alors, peut-être un tout petit cycle un peu avec de la vitesse, un peu courte, et d'un peu de la muscu, de la PPG, et puis pas mal de volume, pas mal de volume. Ça peut durer 4 à 8 semaines, ça dépend un petit peu de tes objectifs. Et puis ensuite, on peut dire, si on prend le cas des coureurs des Golden, alors soit ils sont skieurs, et là, ils font une double saison, c'est un peu différent. Soit ils sont plus athlètes, dans le cas d'un Sylvain Cachard, par exemple. Lui, il va faire les crosses dans l'hiver, donc il va faire un mésocycle PMA, VMA. Alors, il va faire un peu des séances de développement de son SVE, mais pas forcément. Tu vois, si tu n'as pas un énorme objectif sur les crosses, il va peut-être se contenter de faire des séances plutôt, enfin, de faire par exemple les crosses préparatoires pour travailler cette qualité-là et puis essayer de, par exemple, certaines qualités, continuer par exemple à booster sa passe à VMA parce qu'il est encore jeune et que ça peut encore se faire quelques temps. Et puis après, à la fin de ce macro-cycle de préparation, tu peux peut-être faire ta première course de la saison. Donc là, tu vas commencer à faire un petit peu un méso-cycle un peu plus spécifique où tu vas faire, si tu veux courir les Golden, admettons, cette année le Ventoux, un peu plus de rando-course, par exemple un peu de la plio, essayer d'optimiser le niveau de ton parce que c'est quand même assez important sur ce type de course. Et aussi ton endurance c'est un peu critique, donc faire des sorties un peu longues, intensives, ce, ce genre de choses. Et là, tu vas mettre fin, on va dire, à ton macro-cycle de préparation, par exemple, par une course. Et puis, si tu as vraiment l'objectif d'être très performant sur les Golden, on peut se dire que peut-être après le tout, tu vas te reposer, donc faire si on peut vraiment parler de cycle, mais on va dire, allez, un micro-cycle un petit peu à récupération qui va durer 7 à 10, enfin 7 à 15 jours, ça dépend. Tu veux ça, par exemple, dans la programmation d'une saison, souvent, on va mettre qu'à ce moment-là, on se repose, et puis la durée va un peu dépendre aussi des niveaux de stress que l'athlète a su tes ressentis, les niveaux de charge que tu as fait. Après, si on est en très haut niveau, il y a d'autres suivis, la HP, tout ça, qui va permettre d'adapter. Tu vois, enfin, on le voit par exemple dans des sports très suivis comme le cyclisme. Il arrive que des fois, ça a été un petit peu sa marque de fabrique, malheureusement pour lui, mais Thibaut Pinot a souvent eu des gros breaks en milieu de saison, par exemple. Tu vois, Thibaut dans Pinot? l'air, c'est un athlète. Thibaut Pinot a rarement eu, tu vois, des saisons complètes où il n'a pas eu d'arrivée. Souvent, des fois, c'est quelle année où il avait super bien marché, c'est en 2008, où il avait eu il était en train de faire un très bon Tour d'Italie, où il est podium, et puis il avait eu, je ne sais plus quel type de maladie, mais une bronchite ou un truc de ce type-là, l'avant-dernier jour, si je ne dis pas de bêtises, qu'il avait conduit à l'abandon, et puis derrière, il avait mis temps avant de revenir. Il était revenu, alors déjà entraîné hein, quand même, mais sur la Vuelta avant de faire sa fin de saison, avant de gagner 2 étapes sur la Vuelta, et puis donc, Milan-Turin, puis le Tour de Lombardie. Donc tu vois ça, du coup, j'imagine que l'organisation de sa saison cette année-là n'était pas exactement la même que ce que je pense que c'est son frère qui l'entraîne avait dû écrire sur le papier. Je pense qu'il n'est pas qu'il abandonne à 2 jours de l'arrivée du Giro et qu'il soit peut-être très fatigué, qu'il mette beaucoup de temps à s'en remettre et qu'il doive se reposer autant de temps avant de repartir sur la suite de la saison. Donc ça, il faut toujours composer. Il y a ce que tu écris sur un papier. Donc, si pour question de ton patriote, il y a ce qu'il va écrire sur son papier. Et puis après, dans l'entraînement, ça, c'est toujours la priorité. Il faut savoir réadapter en fonction de ce qui se passe, en fonction des différentes charges, parce que il y a la charge physique, entre guillemets, que tu vas générer avec l'entraînement, mais il y a aussi la charge, peut dire, émotionnelle, ce qui se passe dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Et puis, c'est peut-être un petit peu moins le cas dans des sports comme les nôtres, mais aussi, tu vois, un petit peu de la charge un peu mentale, dans le sens,
toi, c'est dans un sport qui demande beaucoup de fraîcheur. Il faut aussi en tenir compte selon la vie de l'athlète. Ouais, du coup, la logique à faire, c'est d'abord, je prends ma feuille, je regarde à quel moment de l'année je suis susceptible de réaliser une performance. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que c'est mieux de prendre sa vie et de se dire quand est-ce que je peux être performant, plutôt de dire je choisis une course, n'importe quand dans l'année, celle qui me fait rêver, typiquement l'UTMB. Et je sais pas, tu vois, je sais pas oui, si parce tu que mets. je suis paysagiste dans le privé, hein, donc un paysagiste qui bosse. Et j'y suis allé dans le public, j'ai bien vu. Et, et je choisis de faire l'UTMB parce que c'est mon rêve, il va y avoir un petit problème. Moi, j'avais fait 2 semaines, j'étais lessivé, donc c'est pas possible de se préparer. Donc peut-être, là, Je suis déjà, d'accord, ça aussi. il y aura une première confrontation en fait dans l'esprit de la personne parce qu'il va devoir mettre en face le moment où il peut être performant et la course qui lui fait envie, parce que dans le trail, on est quand même vachement dans la gourmandise. On va sur la course qui nous plaît, parce que c'est joli, parce qu'il y a un voyage, parce qu'il y a une aventure, parce qu'il y a un truc. Du coup, déjà, là, ça peut ne pas coller. Donc là, à ce moment, il faut voir, est-ce que mon travail peut être adapté? Oui, non. Tout salarié a des congés, hein. Est-ce que finalement, cette Oui, course, je l'aime vraiment, ou est-ce qu'en fait, il n'y en a pas une autre qui me correspond un peu mieux? Donc, il y a une réflexion sur les deux parties, là, déjà. exactement. Et après, on va dire que la première réflexion, c'est qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que ce qui compte, c'est faire une course qui me plaît vraiment? Ou est-ce que ce qui m'intéresse, alors, c'est toujours difficile d'être très investi dans un projet qui nous intéresse pas, mais est-ce que c'est la performance qui prime ou est-ce que c'est le voyage? Si c'est par exemple le voyage, même si tu n'as pas trop le temps de préparer, une hard rock, c'est super beau à vivre, alors il faut déjà être tiré au sort. Mais disons que ça peut être, tu peux dire, bon, là, j'ai vraiment envie de faire cette course et c'est ça la priorité, du coup, je m'organise. Après, quand on parle plus d'optimisation de la performance, alors après, forcément, plus on est dans l'optimisation de la performance, souvent, et plus on est aussi chez des gens qui ont une disponibilité et qui vont plutôt mettre des objectifs souvent et ensuite s'adapter pour préparer ces objectifs. Dans les sports de haut niveau, ça se fonctionne comme ça, quoi. Tu prends l'exemple du film qui est très bien organisé. En début de saison, l'athlète il coche, le leader surtout, parce que c'est ce qui est un peu particulier dans le cyclisme, c'est que en fait des gens qui cherchent à faire le cyclisme, c'est très différent. Si tu veux, la planification dans le vélo professionnel, elle peut être très différente en fait selon le statut du coureur. C'est-à-dire qu'un leader, lui, son objectif, c'est d'être très bon sur sur un nombre restreint de courses. Par exemple, le Tour de France, et puis par exemple, je sais pas, une première course d'une semaine, par exemple au printemps, et puis à la limite, s'il y a le Tour de France, ça suffit dans la saison. A contrario, un qui est un peu plus, on va dire, capitaine de route, lui, il va plus, son objectif, ça a quand même plus d'être relativement performant toute la saison pour aider ses leaders toute l'année. Parce que après, c'est difficile. Tu peux pas avoir des équipiers très spécialisés qui se préparent de la même manière que ton leader. Alors, tu en as quelques-uns, tu as les derniers lieutenants qui existent dans le dernier col, mais tu as des coureurs qui sont un peu plus à tout faire. Eux, c'est quand même de pouvoir être bons toute l'année. Par exemple, d'aider les leaders sur tours dans la saison, par exemple. Ok. Et du coup, C'est pas tout à fait pas. une fois qu'on a fait coïncider l'emploi du temps qui va bien avec la course qui fait plus ou moins envie, derrière, tu remontes C'est ça. avec les cycles qu'on a Tu fais un décrits. rétro-planning. Voilà, avec les cycles qu'on a décrits. Tu as vraiment envie d'être performant sur une épreuve, et ben, faut quand même modérer tes courses préparatoires pour voilà, pas trop fatiguer, pour avoir envie. Ça, par exemple, dans un exemple comme l'UTMB, moi, je fais pas d'ultra, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais je pense que toi, c'est ton cas et de ce que j'y compte des athlètes avec qui j'en ai discuté.
faut quand même, quand tu fais de l'ultra, avoir très, très envie au départ de la course. Tu vois, je pense que quand tu fais un format marathon, bon, là, tu peux y aller, je ne vais pas dire pied, mais tu peux te dire, j'ai un peu de fatigue, mais ça va quand même passer. Tu vois. Moi, par exemple, ma saison 2019, où j'avais fait beaucoup enchaîné de courses et un peu la dernière course, alors, je ne suis pas assez reposé, là, ça ferait un bon contre-exemple, mais par exemple, la dernière course un petit peu du premier macro-cycle compétitif, on va dire que c'était le marathon du Mont-Blanc. Bon, au départ du marathon du Mont-Blanc, j'étais quand même fatigué, tu vois, les semaines avant, je le sentais. Bon, ça a quand même passé, c'était pas ouf, mais c'était quand même très correct. Je pense que la même état au départ d'un ultra, j'aurais pas pu aller au bout, tu vois, par exemple. Ça m'aurait conduit à l'abandon. Donc ça, faut quand même c'est mon avis, plus la course est longue et plus il faut quand même privilégier le repos parce que aussi les déterminants un petit peu physiologiques vont être un tout petit peu moins déterminants. Il y a un moment donné, je pense que ça t'est quand même arrivé souvent quand tu fais de l'ultra, tu te dis pas, par exemple, dans la tête au vent, quand même, si ma PMA était beaucoup plus haute, j'irais plus vite. C'est rarement ça, je pense, qui te dit pas ça, quoi. C'est rarement À au niveau aucun moment, ventilatoire effectivement. tu vois. Donc, à contrario, quand tu prépares la course en montagne, c'est différent, parce que c'est beaucoup plus important dans la performance. Donc, il y a un moment donné, sur l'ultra, c'est ta tête qui va te faire avancer. Donc, le fait de diminuer, par exemple, la charge un petit peu mentale avant la compète, parce que quand tu t'entraînes dur, forcément, il y a du mental, parce que tu fais des gros blocs et quand tu t'entraînes, tu vois, c'est par exemple, un petit si j'analyse, alors après, j'ai pas étudié ton entraînement dans le détail, mais peut-être un petit peu, tu vois, les erreurs qu'il y a eu certaines années, c'est que tu as trop voulu optimiser ta forme et que du coup, pour l'optimiser, tu as tout entraîné et que du coup, tu n'avais pas complètement récupéré physiquement et peut-être surtout mentalement pour l'UTMB et que du coup, tu subissais un petit peu plus la course peut-être que dans l'idéal, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Euh, que tu prends pas assez le temps tout au long de l'année de faire d'autres compétitions pour ajouter justement ces mésocycles de repos avant et après. Donc l'un qui est plus un Oui, affûtage et l'autre qui est vraiment un alors, repos. disons que dans l'idéal, il faut être capable de faire ça indépendamment du fait que tu fasses des compètes. Et c'est vrai que, par exemple, les périodes qu'on a vécues là en 2020 où il y a eu très peu de compètes, mais même la saison 2021 était un petit peu particulière parce qu'elle a été un petit peu condensée dans le temps. Et oui, parce que C'est ça a vrai que démarré les mi-juin. compétitions, par exemple, l'absence de compétition, parce que voilà, comme on l'a évoqué, mais il y a souvent une dimension mentale, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile pour un athlète d'accepter de faire un jour de coupure. Par exemple, si tu as gagné le Ventoux, plutôt que de le faire au milieu de mars, dans une période où il n'y a pas de compète et où tu n'as rien fait, et où peut-être en fait tu as fait un premier stage, par exemple à Sospel au mois de février, enfin ouais, entre et la fin février l'an dernier. Et du coup, en mars, alors bon, moi j'avais fait du repos, mais tu vois, par exemple, tu avais des bonnes sensations. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de compète, si tu n'as pas fait de compète, si tu n'as peut-être pas validé ça en compétition, tu as un peu plus de mal à te reposer. Donc c'est vrai que peut-être imposer des objectifs, alors pas trop, parce que sinon on risque d'arriver quand même en surcharge sur l'objectif principal, mais le fait quand même de mettre des objectifs, ça peut faciliter la construction de ton planning et te dire voilà, j'ai investi beaucoup de temps pour préparer ce premier objectif un petit peu intermédiaire. Je l'ai bien réussi ou je ne l'ai pas réussi, mais souvent, ce soit bien ou pas bien, souvent, on a envie de faire du repos, quoi. Soit parce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, soit parce que des fois, saoulé, que ça n'a pas marché. Donc, des fois, on aime bien aussi couper avec l'entraînement. Donc, c'est vrai que le fait de plus structurer ça facilite des fois le repos. Et l'enchaînement, c'est souvent, enfin, après, la planification, c'est l'enchaînement des charges et de la décharge de manière la plus optimum possible pour l'athlète pour qu'il performe au max à un moment ou à plusieurs moments dans l'année. Mmh. Ou Et, après, tu peux courir 30 bornes tous les jours, comme certains. et Et du coup, t'estimerais du coup, à combien le nombre justement d'objectifs dans l'année où tu peux raisonnablement te dire ce jour-là, je vais pouvoir donner le meilleur de moi?
Moi, je dirais, ça dépend des courses, hein, mais plus de 2 objectifs majeurs, c'est difficile, quoi. Donc, Parce que donc après, là, on parle vas-y. de l'implication qu'il y a à l'entraînement, mais en fait, c'est une implication mentale parce que passer des séances difficiles, ça se fait pas comme ça, tu vois. Il faut rêver un peu de la course, se forcer à se reposer aussi, tu vois. Là encore, il y a un petit stress mental, etc. Du coup, tu peux pas mentalement être à 100% genre tous les mois, quoi, ou tous les 2 mois. Non, 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 non. Mais en fait, après, ce qui se passe, c'est que, on va dire, le problème, alors si on parle du haut niveau, il va être assez différent. Par Et oui, exemple, mais prendre l'exemple. attends-toi, parce que même quelqu'un qui est moins bon, tu vois, quelqu'un qui va vouloir faire la course pour passer les barrières horaires, finalement, il a aussi Oui, un stress qui est violent quand même, tu vois. mais complètement. Mais moi, Voire je pense peut-être plus que violent, parce qu'être viré parce qu'on n'a pas passé la barrière horaire, c'est assez dur quand même. oui, en fait, je pense que quel que soit ton niveau, tu cites des objectifs. L'objectif soit gagner l'UTMB ou d'être finisher. T'as, alors, c'est sûr que si tu es mis hors délai, il n'y a pas de satisfaction seconde qui pourrait être, par exemple, le top 5 pour un athlète qui visait la gagne. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, il faut modérer les charges. Et puis voilà, après, ce qu'on pourrait dire un petit peu en conclusion, parce que sinon les gens vont devoir faire une énorme pour écouter le podcast, c'est que en fait, il faut aussi, et c'est peut-être le plus important, c'est de se déconnecter un petit peu, tu vois, de tous les réseaux. On vient de passer la saison où on partage ses stats sur Strava. Les stats, ça veut pas dire grand-chose parce que ça dépend quand même vraiment de ta vie, quoi. Je veux dire, et puis en plus, des fois, hier on a eu un exemple, un petit peu, il y a cette croyance, parce que c'est une croyance quand on voit les chiffres, mais que François Den, par exemple, il s'entraîne pas beaucoup. Bon, quand on voit quand même le dénivelé qu'il fait dans l'année, il s'entraîne quand même pas mal, quoi. Et si tu veux, Et oui, mais parce qu'il met en privé. oui, non mais Salaud! bien sûr. Non, mais par contre, si tu veux, l'exemple un petit peu très pertinent dans l'entraînement, de ce que je connais, hein, de François, c'est que François, il sait très bien faire cette de coupure post-course, où Oui. vraiment il se repose, où vraiment il sait de ne rien faire ou pas faire grand-chose. Tu vois, alors, Et j'imagine à que c'est quand même l'inverse, il fait des vrais, pas forcément un vrais cas. gros blocs d'entraînement. Exactement. C'est-à-dire que, Exactement, mais en fait, tout est lié parce que en fait, si tu te reposes pas suffisamment, tu as toujours un fond de fatigue qui traîne et donc en fait, tu vas jamais non plus pouvoir faire des gros blocs. Et en fait, l'erreur de certains, c'est de dire, par exemple, de prendre cet exemple, dire je vais faire comme François Laine qui fait effectivement des énormes blocs, mais qui ne va pas forcément faire durer très longtemps. Donc, tu vas peut-être enchaîner 2 mésocycles de prépa spécifiques. Toi, si tu fais la même chose, mais que tu en fais 4, tu peux être à peu près sûr que tu vas finir dans le mur, quoi. Et qu'en fait, c'est aussi qui est intéressant, c'est tiens, combien de temps il me faut pour être à mon meilleur niveau. Alors, on ne part pas de zéro, hein, on est d'accord, on est quand même relativement entraîné. Mais entre, par exemple, je fais un petit repos post-compétition qui dure 15 jours, par exemple, combien de temps il me faut pour revenir proche de mon meilleur niveau sur l'objectif suivant. Et ça peut dépendre de plein de choses, de ton niveau de fatigue, de est-ce que tu te sens après ton premier objectif encore la niaque pour tout de suite te réentraîner beaucoup et là peut-être tu te performes rapidement, ou peut-être qu'au contraire tu vas te dire j'ai besoin de plus de temps pour construire certaines choses et revenir peut-être que 2 mois après à un haut niveau de tension. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois dur à faire dans une saison, c'est qu'on a coché des dates. Par exemple, souvent on fait ça chez les athlètes un peu élites. Et des fois, le plus dur à faire, et moi j'essaye de moins en moins de dates à l'avance, c'est qu'en fait, il y a des moments, il faut savoir dire non. Et souvent, c'est le plus dur. Moi, par exemple, en 2021, des courses les plus compliquées pour moi, ça a été la Skyrun. Le jeudi avant la course, j'avais qu'une envie, donc j'étais parti en vacances. Pourtant, tu vois, tout.
mais j'avais qu'une envie le jeudi quand je suis rentré de Corse, c'était rentrer chez moi plutôt qu'aller faire la course. Tu vois. Et la course, mal passée. Il n'y a pas de hasard. Hein. Et Alors même que physiquement, tu vois, je suis pas si mal que ça, parce que le début de course, j'avais réussi à être devant, mais c'est juste que je pense que ce que j'avais ressenti, c'est que parfaitement, je n'étais pas prêt à faire un gros un clé derrière. Je me suis reposé la semaine suivante et puis j'ai réussi à refaire presque un micro-cycle, on va dire, de prépa SP pour les Templiers. Et puis là, ça s'est un petit peu mieux passé, quoi. ouais, pour reprendre, tu vois, avec l'exemple de François, donc il fait la hard rock, ça se passe bien. Il enchaîne avec l'UTMB, ça se passe bien. Et depuis, François Den, on l'a pas vu parce que voilà, il a fait son enchaînement. Il sait pertinemment que derrière, il faut un temps de récupération qui est plus élevé que pour le reste. Donc, est-ce qu'il est allé faire un ultra en fin d'année? Non. La tentation d'aller se confronter à Jim Wamsley à Cape Town, il a réussi à passer à côté. Les Templiers, je crois qu'il n'est jamais venu aux Templiers, mais il n'y est pas allé non plus. Il s'est reposé quoi, derrière le trail finito en 2021 pour François. Oui, mais déjà, la piste hard rock sur UTMB était énorme. Hein. Alors que lui, au-delà de ça, tu vois, à Cape Town, il aurait demandé, je ne sais pas moi, 10 000 € pour s'inscrire, il les aurait peut-être eu. Donc, tu vois, il y a une tentation qui est encore autre que le commun des mortels. Mais il a su ne pas y céder. Oui, mais tu vois, c'est un exemple de quand même de performance dans le temps, parce que François, Oui. ça va faire 10 ans cette année qu'il a gagné son premier UTMB, quoi. Et cette capacité à durer dans le temps, c'est quand même 12 ans, non? Ah, le premier vrai, 10 ans. 2012, le premier vrai. Ouais, je pense que le premier, c'était une version. Non, 2010, il était tarabiscoté. Ouais, mais en 2010, c'était pas une CCC améliorée. C'était quand il pleuvait. Kylian n'avait pas pris le départ. Il est allé faire Kima, je crois, et c'est Jess Bragg qui avait gagné, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était quand il pleuvait terrible. Ça avait été. Et après 2011, Kylian a dû gagner. Non, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a fait 2008, 2009 et 11. 2008, 2009, 2011. 2012, ça a été une version sans borne là, qui s'est déroulée quasiment que de nuit, qui avait été remportée par François. Et puis après, François avait dû gagner 2014, 2017 et puis 2021. Ouais. Et tu vois, c'est un bel exemple du fait que François, il ne vient pas faire l'UTMB chaque année. Et peut-être l'une des raisons pour laquelle il ne vient pas faire l'UTMB chaque année, c'est qu'il a besoin que ça mûrisse et très envie de revenir sur cette course pour la faire et être très motivé pour s'entraîner pour cette course, mais aussi être très motivé pendant la course pour aller chercher la gagne. Ouais, après, il a aussi la possibilité, tu vois, il avait inversé parfois avec la hard rock, qui n'est pas possible pour tout le monde, puisque tu es dépendant du tirage au sort. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est sûr, mais je pense que. C'est vrai qu'une fois que tu as gagné, revenir chaque année. Cette saison n'est pas toujours orientée là-dessus parce que justement, c'est pas facile de garder la motivation. Et puis, je pense un peu à l'opposé, un coureur comme Xavier Thévenin, il est très, très motivé par l'UTMB et je pense qu'il pourrait presque le faire chaque année. Il a la même motivation au départ. Et d'ailleurs, quand on analyse un peu ses performances, il court pratiquement tout le temps à la même allure, Xavier. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ça. Alors après, moi, je suis un peu empirique là-dessus. Je pense que prof de stats serait un peu plus structuré que ce qu'on a fait, mais je pense qu'on a dit un petit peu l'essentiel sur la planification. Ouais. Nico, c'est intéressant. Ça complète parfaitement le e-book que tu as rédigé sous ma contrainte. Puisque dans le e-book, on donne un exemple. Alors, pour rappel, c'était une phase de préparation durant l'hiver, des distances qui augmentent de mars à juin,
Et puis un objectif de fin de saison un peu plus long, qui était les Templiers, puisque tu ne démords pas de cette course. Et voilà ce qui était proposé dans notre e-book que nous allons propulser en livre, n'est-ce pas, Nico? Tout à fait. Quand j'aurais pris le courage de me remettre. Allez là! Putain, non, mais je suis trop perturbé en ce moment vraiment par toutes ces bêtises qui nous entourent là. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire des compétitions. Putain, Si je mais ne m'injecte pas une nouvelle troisième dose. il faut qu'on te coupe la télé dans le trièvre. Comme ça, tu seras plus productif. Je n'ai pas la télé. Ah Malheur. ouais? Non, Ah je n'ai pas putain. la télé. Moi, non, mais en n'importe quoi, t'entends parler que de ça. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas la télé. Bah, Euh. moi non plus, en fait. Bref, le e-book est toujours disponible. Notre ami Nico va essayer de le faire grossir pour pouvoir l'imprimer. Donc, suite à ce podcast qui étaye un petit peu la préparation, eh bien, j'espère qu'on aura de nombreuses questions pour faire vibrer la plume de notre écrivain et pouvoir superviser d'autres exemples peut-être que ceux qui sont donnés dans le e-book, où tu rappelles justement aussi les préceptes de l'entraînement. Voilà, pourquoi on développe telle qualité, pourquoi on développe telle qualité, etc. Qu'est-ce que c'est? Et puis sinon, Nico, c'est un petit peu tout. Donc je te remercie. Et si on devait retenir une seule chose de tout ça, c'est qu'on n'a jamais vu un athlète surentraîné performer, enfin qui est en surentraînement performant, des athlètes légèrement sous-entraînés, on en a déjà vu performer. Donc en fait, quand on est fatigué, On est mort. alors c'est pas une excuse, hein, mais quand on est fatigué, il faut savoir se reposer. Donc dans un premier temps, on apprend à étendre sa zone de confort. Donc au début, il faut quand même un peu se sortir les doigts pour parler vulgairement. Forcément que si on passe d'une vie de sédentaire à la vie de quelqu'un qui veut faire des courses longues, c'est quand même un certain. Mais une fois qu'on a acquis cette certaine rigueur, on va dire, dans l'entraînement, il faut aussi apprendre à se reposer pour optimiser sa performance. Et c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Alors, je n'avais pas pu faire mon intro parce que tu étais très vif et tu as enquillé tout de suite. Donc, je n'ai pas remercié les nouveaux patriotes qui sont nombreux cette semaine. Alors, certains reviennent parce qu'il y a eu des problèmes de carte bancaire. Ils se sont fait virer, ils reviennent. La censure a lieu jusque sur le Patreon, au nom de Dieu. Donc, Sébastien Caillat, Bastien Amigo, Thomas Gouragne, Florian Aubin, Alban Ferrieux, lui, c'est un nouveau, ça c'est sûr. Laurent Galvani, qui revient aussi. Gwenaël Robin, Rémi Fauvet, Sérasset, là j'ai que le nom. Louis Lapez et Florent Buchia. Voilà, qui nous ont rejoints, puisque Sébastien Caillat, par exemple, a été obligé de réinsérer la fameuse carte. Il a été viré comme un malpropre. Normalement, maintenant, c'est bon. Il a pu revenir. Le site Patreon est un peu obscur quand même. C'est fait par les Américains. Je ne comprends pas tout. Je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de la chose. Mais voilà, l'essentiel est qu'il a pu revenir. Et puis, pour celles et ceux qui ne sont pas sur le Patreon, le film de l'UTMB 2021 est toujours, bien sûr, sur ma boutique en vente et il plaît beaucoup. Il y a beaucoup de commandes. Bon, j'imagine ensuite de partage en sous-main. Mais voilà, on s'est bien cassé la tête avec John Rimbaud pour faire quelque chose de beau. Je rappelle, je l'avais dit dans le podcast précédent, mais c'est la V4 que vous avez sous les yeux. Donc, on l'a bien retouché quand même. Et on espère faire le même résultat pour ton futur livre, Nico, qu'il soit beau et resplendissant. Ouais, et on espère qu'on fera un film en te voyant avec ce magnifique drapeau de la Savoie monté sur le podium, ou en tout cas dans le top 10 de l'UTMB en 2022. Eh bien, top 10, t'es sur le podium. Ils appellent les 10 premiers le dimanche matin. C'est ça. Et honnête, le podium élargi aux 10 premiers serait déjà une belle performance. Mais oui, et puis c'est pour mes 30 ans, donc c'est bon. Toutes les planètes sont alignées. Là. C'est l'heure de la récolte, comme avait dit un jour
mon ami Cucu Yann Curien, il m'avait dit ça fait des années que tu sèmes, maintenant le temps de la récolte est venu. Et oui, en fait, j'ai fait un macro-cycle de 3 ans, Nico. Exactement. Et maintenant, tout le monde va faire Oh, comment il a fait Ça. Et puis après, tu sais, je pourrais faire des conférences sur comment réussir en s'entraînant moins, tu vois. Puis tout le monde va croire qu'en fait, il ne faut pas s'entraîner. je pourrais me livrer à de l'escroquerie. Très bien. Bon, allez, salut Nico. Merci encore à toi. Allez, merci. À bientôt. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.